Je suis donc Philippe, j'habite Pau, dans le Billère, à côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc j'ai une formation de collaborateur d'architecte, j'ai pas été au bout de mes études d'architecte, après ça se ressent dans mes dessins. Donc j'ai commencé donc, le carnet de voyage il y a 27 ans en fait, lors du tout premier voyage en solitaire. J'avais fait des voyages auparavant avec des amis ou ma compagne, et en fait c'est la première fois que je suis parti seul. Je suis parti en Tunisie, c'était pas le bout du monde, mais je suis parti de Pau à Marseille en stop, ensuite j'ai pris le bateau. Et j'ai eu cette idée, en fait plus qu'une envie, c'était presque un besoin d'avoir un compagnon de route où j'allais noter ce que j'allais faire. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais jamais écrit de journal de ma vie. J'avais jamais dessiné en dehors de mes études d'archi et la maison. Voilà. À l'époque, le carnet de voyage n'était pas aussi médiatisé. Il y avait même Tito Lamazou, mon compatriote béarnais, n'avait pas encore sorti ses carnets de voyage. Et il n'y avait pas toute cette édition de carnet. Évidemment, ça existait depuis très longtemps, les carnets de voyage, mais j'avais pas vraiment de support sur lequel m'appuyer. Donc je suis parti avec des petits cahiers et avec cette idée peut-être de remplir quelques-uns et peut-être au final relier tout ça à la fin du voyage. Et puis en fait j'avais fait ça pour moi personnellement, me rappeler un peu de mon voyage, avoir un support. Et puis je me suis rendu compte que l'essentiel en fait c'était de le réaliser sur place. Et du coup, ça a changé la façon de voyager. En fait, je trouve que l'essentiel, que je n'avais pas du tout imaginé, c'est le fait de tenir un carnet au cours du voyage. Ça me faisait changer ma façon de voyager. Voyager plus lentement. Le dessin, ça prend du temps. Donc on ne voit pas les choses pareilles déjà quand on dessine. Et puis il y a plein de rencontres qui se créent autour du dessin. Voilà. Donc le premier exemple, ça a été le tout premier dessin que j'ai fait à l'extérieur, c'était au port de Marseille en attendant le bateau. Et ça m'a valu pas manger ma bouillabaisse tout seul parce qu'il y a un gars qui est arrivé, qui a discuté parce que je dessinais. On a sympathisé et on est allé manger au restaurant ça. Et tout le long du voyage, ça a été ça. Et c'est intéressant parce que aussi j'ai pas tout changé mon format. C'est-à-dire, j'ai des dessins, j'ai du texte, le récit, j'écris beaucoup, mon journal quoi, et j'ai eu cette idée de tout premier aussi, en 93, de faire écrire les gens que j'ai rencontrés. Voilà. Donc déjà, dès le tout premier, j'ai eu envie qu'ils me laissent un petit mot. Parfois quand quelqu'un dessinait, il me dessinait un petit truc, il me faisait un petit portrait. Concernant votre technique graphique, depuis le début, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, elle a évolué. Alors au tout début, je faisais que du feutre noir et blanc. Donc mes tout premiers carnets sont en noir et blanc. Et aussi pour un souci de matériel, j'avais pas envie de m'encombrer. Je privilégiais le voyage avant tout, léger. Donc j'avais des petits cahiers canson tout bêtes. Et comme j'écrivais en noir et blanc, j'écrivais avec ce feutre, je dessinais avec. Voilà. D'ailleurs, au cours du voyage, il a séché, il fallait que j'en change, et du coup, ça m'a valu aussi de belles rencontres dans ces pays-là où, en général, les gamins vous demandent des stylos, de l'argent et tout ça. Mais là, c'était l'inverse, ils me proposaient des stylos. Donc ça change aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que j'aime bien. Bon là, je sors de votre question du matériel, j'y reviendrai après. Mais j'aime bien prendre un peu le contre-pied. Et ça, le carnet de voyage le permet. Parce que comme on prend du temps, ça prend du temps de dessiner. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment un moyen d'être autre chose qu'un porte-monnaie sur pattes, comme on est souvent quand on voyage. Là, les gens, comme là, au lieu de me demander un stylo, il m'a proposé un stylo. Et tout ça, c'est grâce au carnet de voyage. Et bien souvent, je me pose à dessiner dans ces coins-là. On m'amène le thé, on m'offre des gâteaux, on m'invite à la maison. Voilà, c'est en partie pour ça aussi que je
je ne conçois pas le voyage sans me poser pour dessiner. Est-ce que vous avez des exemples Oui, bien sûr. de vos dessins, mais tout à fait. Vos premiers dessins, tout à fait. Voir un petit peu l'évolution. Alors les premiers dessins, pas tellement ici, puisque là j'ai surtout amené les carnets qui ont été publiés. Donc mes tout premiers carnets, ils étaient faits qu'en noir et blanc. Voilà. Donc c'était fait en noir et blanc, donc on va dire que c'est du style. Voilà, c'était du dessin au feutre comme ça. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal, déjà. Donc c'était du dessin. Vous pouvez le montrer. L'avantage aussi du feutre, alors est-ce que j'en ai d'autres en noir et blanc Montez un petit peu. je dois avoir, voilà. Ça c'était au Yémen. Alors évidemment le dessin aussi, D'accord, impeccable. Il s'améliore. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc pour revenir à la technique, principalement, le gros changement ça a été quand je suis parti en Inde. Je faisais un blocage vraiment sur la couleur et puis quand je suis allé en Inde, je me suis dit bon là il faut que je me mette à la couleur. Si je le fais pas là en Inde, je le ferai jamais. Donc je suis parti de l'écrire en aquarellable. Et écrire en aquarellable, bon mais voilà, ça m'a paru plus facile, plus simple à utiliser. Et puis après, je suis arrivé à utiliser de la couleur. Donc, créer en aquarellable, il y a ce côté un peu crayon qui n'est pas toujours. Que j'aime pas toujours. Par contre, je continue à utiliser des crayons aquarellable pour faire du monochrome. D'accord. Par exemple, parce que j'ai un monochrome ici. Enfin, c'est pas nous qui travaillons, mais on est dans Ça, c'est au Tadjikistan. Donc, on peut dire que je suis autodidacte sur la couleur. J'ai jamais pris de cours à l'école d'archi, on n'a pas vraiment travaillé dessus. Et l'aquarelle, voilà, je m'y suis mis comme ça. Je le fais avec un pinceau à réservoir d'eau, comme ceci. Ça serait bien. Montrez un peu plus haut parce que voilà, attendez, voilà, d'accord. J'utilise un pinceau à réservoir d'eau comme ça. Ok. Donc très pratique parce que on met l'eau ici. Donc de l'eau on en a toujours au minimum pour boire. Et puis on en trouve toujours. Et aussi c'est l'occasion de demander de l'eau aux personnes et ça crée aussi un lien. Après une boîte d'aquarelle comme celle-ci. Voilà. D'accord. Vous montez un petit peu. Voilà. Ok. Une boîte d'aquarelle, un pinceau à réservoir d'eau. Alors soit je dessine au crayon et après à l'aquarelle, soit je fais au feutre, comme par exemple ici, directement au feutre noir. Ça c'est dessiné au feutre noir direct. D'accord. Et après juste une couleur pour aller un peu plus vite. Voilà. Sinon c'est plus du crayon, comme celui-ci par exemple qui est juste à côté. Voilà. Donc là c'est dessiné au crayon. Par là, un petit peu, par là. Au crayon. Un petit Là. Un peu plus bas, voilà, impeccable. Très bien. Et je vais chercher le crayon par exemple. Donc voilà, ça peut être différentes techniques, j'aime bien varier, effectivement. J'aime bien toujours faire un peu de noir et blanc. Voilà, ici par exemple, ça c'est du crayon aquarellable. Ah oui, d'accord. Donc une couleur. Voilà, comme ça, impeccable. Merci. Donc l'avantage c'est que je peux même dessiner debout et après j'ai juste un pinceau à réservoir d'eau, je mets un peu d'eau et ça fait de l'aquarelle. Donc je dessine pas mal, évidemment, plus les bâtiments parce que c'est ma formation. Et les portraits, c'est venu petit à petit. Voilà. Sachant que le portrait, c'est pas facile. C'est très difficile. Il faut que ça ressemble déjà à quelqu'un du pays. Il faut que vous respectez l'âge. Et le plus dur, évidemment, c'est que ça ressemble à la personne. Voilà. Donc ça, j'ai pas mal d'anecdotes aussi à ce niveau-là. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que je tombe souvent sur des artistes. Quasiment dans tous les carnets, il y a un artiste qui m'a fait mon portrait. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, par exemple, ici en Iran, on parlera après de la reliure peut-être. Voilà. Ça, c'est un peintre qui m'a fait mon portrait. D'accord. Direct au feutre, plutôt pas mal. Ouais, il y a J'en ai voilà, dans chaque, en Éthiopie pareil, au Yémen, etc. Après, ça m'a, là par exemple, en attendant que le taxi se remplisse, j'ai fait cette voiture au Tadjikistan. Ouais, Vous voyez, d'accord. voilà. Donc j'essaie de varier les sujets aussi.
Les paysages aussi, petit à petit, évidemment, quand je suis dans des jolis paysages d'Himalaya ou du Pamir tadjik, ça serait dommage de ne pas faire une aquarelle. Donc en fait, je ne me considère pas aquarelliste, je suis plus dessinateur que peintre. Voilà. Donc je fais plus du croquis aquarellé. Je fais de l'aquarelle, mais c'est de l'aquarelle sèche, je ne mouille pas beaucoup. Aussi parce que au départ j'avais, comme je disais, un 125 grammes, le papier, et pas trop mouillé, mais on peut quand même faire des choses comme ça. Ici c'est au Yémen, par exemple. D'accord. Voilà. Ici en Iran, 125 grammes, c'est vraiment pas épais. En général, on se contente de faire noir et blanc, mais on peut quand même faire une chose comme ça. Ok. Ça c'est en Iran. Et après, petit à petit, j'ai voulu agrandir un peu le format, donc sortir de ce cahier canson. Donc à la fin du voyage, au tout début, je les faisais relier en France quand je rentrais. Je trouvais un relieur par chez moi, et après je dessinais sur la reliure. J'en ai pas là parce que j'ai pas des anciens. Et après, j'ai eu l'idée de les faire relier dans le pays. Donc ça, c'est relié au Yémen. J'ai demandé avec un tissu qui me permet de tenir la jambilla, leur poignard. Ça m'a montré un peu les limites parce que je ne pouvais pas ouvrir bien le carnet, il avait serré un peu trop la reliure. Donc maintenant je préfère me faire en fait des feuillets, j'ai agrandi un petit peu le format. Donc j'ai agrandi de 3 cm. Et vous voyez, ce qui serait bien c'est de montrer. Ouais, vous ne pouvez pas montrer. Si, je peux montrer, mais à ce moment-là il faut que c'est plus compliqué. Ouais. Pour voir une vue aussi d'ensemble. Voilà, donc en fait maintenant c'est des feuillets en fait, que je coupe à la bonne dimension. Je mets une ficelle provisoire et donc ça me fait 4 feuilles, 16 pages. Oui. Et donc je les relie, comme ici par exemple, j'ai relié le Tadjikistan, l'Ouzbékistan avec un tissu local. Vous voyez. Donc l'avantage c'est que j'ai aucun problème de reliure, je peux sans problème profiter de mon carnet, vous voyez. Alors qu'ici, par exemple, il n'est pas encore relié. En Éthiopie, j'ai fait faire la couverture par un prêtre, c'est pour ça qu'il y a la croix. J'ai choisi mes peaux de chèvre et j'ai demandé au prêtre sur place de me faire ma couverture. Je ne l'ai pas complètement relié encore, mais je le relierai dans le futur. Ça me permet aussi, tant qu'il n'est pas relié, d'avoir pu exposer des originaux. Parce que généralement, j'expose ce genre de panneaux, puisque mes originaux sont faits dans le carnet. Et là, j'ai eu l'opportunité d'exposer au musée Rimbaud à Charleville-Mézières. Donc là, il fallait vraiment des originaux au mur. Voilà. Mais sinon, mes originaux sont sous vitrine en général ou sur la table. Moi, je les fais feuilleter sans problème. Parce que, en fait, ce qui me plaît, voilà, c'est que pendant le voyage aussi, je ne perds pas une occasion de les montrer aux gens, aux locaux principalement, mais parfois aussi des voyageurs qui, attirés par me voir dessiner, viennent, discutent. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir vous voyez ici, là, c'est une page que j'aime bien, c'est toutes ces interventions. Là, je suis en Ouzbékistan, donc j'ai fait cet aquarelle de Bukhala direct, du Tchormilan. Et ici, vous avez tout le récit. Donc on va parler peut-être du texte aussi, parce que c'est important dans le travail. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est ces interventions. Là, c'est une charmante iranienne, c'est un pléonasme. Et ici, un Indien, donc qui a écrit en hindi. La page d'avant, vous allez avoir du japonais. Voilà, un japonais qui dessinait également, donc c'était intéressant, il m'a mis un petit mot. Donc il y a tout le temps des interventions. Là, je me suis amusé à faire cette miniature, bon, ça serait un peu long à raconter. Et du coup, j'ai confié le feuillet suivant à la miniaturiste en lui demandant de me faire un petit dessin. Et le lendemain, j'ai récupéré ce trésor. Une petite miniature persane, direct dans mon carnet. Ah oui. Voilà. Avec un message en ouzbek. Et donc c'est ça que j'aime bien, c'est cette intervention, que mon carnet n'est pas juste mon petit carnet où je fais mes dessins, mon journal. Et ça, je m'en suis rendu compte très vite, dès le tout premier voyage en fait, que c'était formidable
pour partager en fait. Voilà. Par exemple, quand je suis chez le barbier, je sais pas, en Inde par exemple, en attendant mon tour, eh bien, je discute avec les gens. Du coup, je leur dis que je me pose pour dessiner tout ça. J'ai mon carnet toujours avec moi, donc je leur montre. Et en attendant mon tour, le carnet circule. Et puis là, voilà, j'ai cette anecdote où l'instituteur faisait partie de ceux qui attendaient aussi leur tour chez le barbier. Et il m'a dit, écoute, demain, je t'invite à manger à la maison. Voilà. Donc j'étais dans la famille. Donc c'est ça que j'aime bien. Voilà, c'est vivre au maximum avec les gens. Donc j'ai plein d'anecdotes comme ça dans mes carnets où le dessin a vraiment favorisé la rencontre. D'accord. Et est-ce que, pour terminer l'interview, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du sujet spécifique de l'exposition, c'est-à-dire le Yémen et l'Éthiopie, peut-être? Alors je peux, oui. L'Éthiopie, en fait, souvent on me demande aussi comment je choisis mes destinations. Voilà. Donc ça c'est une question qui est intéressante. Je dis que c'est souvent des rencontres avec les voyageurs, parce que quand j'ai commencé à montrer mes carnets, j'ai été amené à faire pas mal de festivals de voyage. Et donc des voyageurs me parlaient de l'Éthiopie, de l'Iran également, jamais j'aurais pensé aller en Iran. Le Yémen c'est un rêve depuis tout le temps, parce que le Yémen c'est le rêve de tout architecte d'aller au Yémen. Quand vous voyez les dessins, ceux qui ont vu la conférence que j'ai faite il y a 3 jours, ils le comprennent. Il n'y a pas de pays qui peut rivaliser sur le point de l'architecture traditionnelle. Voilà. Et puis c'est aussi un des rares pays d'aventure. Donc le Yémen m'a attiré depuis longtemps. J'y suis allé en 2009, malgré la situation un peu compliquée déjà à l'époque. Mais je savais que mon arabe était suffisant pour me balader tout seul, j'avais pas besoin de chauffeur, d'interprète. Donc j'ai pris un risque mesuré à aller là-bas. J'avais mes billets 2 ans avant, et 2 ans avant que je parte, 3 semaines avant le départ, j'ai dû différer mon départ, annuler, parce qu'il y avait les tout premiers attentats. Auparavant c'était des risques d'enlèvement, mais là il n'y avait pas. Donc je me sentais pas prêt d'aller là-bas, donc 2 ans après j'y suis allé. 6 semaines tout seul. Moi je voyage toujours seul, pour justement pas être seul. Rencontrer les gens. La population Contact avec la population, il était sympathique. Le point noir par rapport au Yémen, c'était les femmes. Voilà, je savais qu'en allant au Yémen, j'allais pas voir les femmes. Et c'était d'autant plus difficile que le voyage d'avant, c'était l'Iran, où là, j'aime à casser tous les clichés, les idées reçues. Et c'est le pays où j'ai eu le plus de contact avec les femmes. Voilà. Donc je savais que le Yémen, ça allait être ce petit côté assez important, dérangeant, mais la soif d'aventure, l'envie de voir ce pays absolument incroyable a fait que j'y suis quand même allé. Donc j'ai fait un voyage extraordinaire. Et l'Éthiopie, ça s'est imposé après, parce que les 2 pays sont liés par l'histoire. Le royaume de Saba s'étendait sur le Yémen et sur l'Éthiopie. Et d'ailleurs, en Éthiopie, cet alphabet étrange vient du Yémen. C'est un alphabet sud-arabique qui est plus ou moins proche de ce qui était utilisé pour le royaume de Saba. Et donc ça c'est important parce qu'on ne connaît rien de l'Éthiopie. Et donc c'est aussi ça qui m'a intéressé avec l'Éthiopie, comme j'avais fait avec l'Iran, de casser les clichés, les idées reçues. Voilà. Parce que les Éthiopiens, les premiers, en ont ras-le-bol de cette image de famine, de désert. Donc ils ont plaisir à qu'on parle qu'on rétablisse la vérité. Voilà. Donc c'est un pays très riche d'histoire, où il y a ce côté, cette foi chrétienne orthodoxe forte, qui est très présente. Et ça c'est, moi ce que j'ai vraiment plaisir à dire, c'est que c'est pas comme tous ces peuples où nous les Européens, on a imposé notre religion. Les Éthiopiens, ils étaient chrétiens avant nous. Donc ça c'est quand même assez fascinant et il faut le savoir. Et après un autre truc qu'on ne sait pas en général, et les Éthiopiens sont très fiers, c'est qu'ils n'ont jamais été colonisés. Ils ont été occupés 4 ans par les fascistes italiens, comme nous, les Allemands, mais jamais colonisés. Et ça c'est le seul pays de toute l'Afrique. Donc il y a vraiment beaucoup de singularité par rapport à ce pays. C'est un pays d'une richesse au niveau des paysages, c'est très varié, c'est un pays de montagne.
Donc, Il y a aussi beaucoup de... Moi je pensais que c'était un désert, et en fait Ben il y a non. beaucoup d'eau, il y a beaucoup Non, de... non, le désert, il est très localisé. Il est plus vers la Somalie, le nord du Kenya. Après, vous avez des plateaux un peu désertiques où il y avait eu aussi une famine. Parce qu'avant la saison des pluies, les récoltes ne sont pas terribles et on peut tirer un peu la langue. Mais la plupart du pays, c'est la montagne, en fait. Et la capitale, Addis Abeba, est à 2500 mètres d'altitude. Voilà. Comme la capitale du Yémen, Sanaa, avec ses architectures incroyables, c'est à 2400 mètres d'altitude. Donc ça, c'est intéressant de rétablir cette vérité. Et puis il y a aussi ce qu'on ne voit pas dans mes carnets, c'est les photos, parce que moi j'aime bien aussi faire des photos. Mais j'ai pas un réflexe, j'ai un compact expert avec un écran oriental comme vous avez là, et qui est super pratique, surtout dans ces pays-là, pour faire des photos un peu plus discrètement. Et donc c'est pas le matériel qui fait la photo, c'est l'œil. Hein. Et les gens, quand je fais des conférences musicales, là, ils sont saisis par justement la qualité des photos. Après, je dis que c'est pas très très dur là-bas de faire des belles photos parce que les gens sont tellement beaux. Et puis voilà, ce qui choque en fait quand on voit mon reportage sur l'Éthiopie, c'est les couleurs. Les gens ne s'imaginent pas voir un pays aussi coloré et des gens aussi souriants, comme vous pouvez voir, le portrait que j'ai mis en haut. Voilà, ils sont surpris de ça. Et donc, moi j'ai plaisir à casser tout ça. Et il y a la Libella, où il y a les fameuses églises où j'ai fait une super rencontre, encore grâce au dessin. Voilà. J'ai quitté mon hôtel finalement pour m'installer dans la famille du grand prêtre, tout ça parce que j'ai dessiné cette scène-là. Et donc c'est pareil, c'est un pays où c'est pas forcément évident. Moi je suis allé il y a 9 ans, depuis ça a beaucoup prospéré. Mais il y avait ce côté aventure aussi, de prendre le bus, le minibus, parfois galérer, attendre des heures, des gens qui ne parlent pas du tout l'anglais. Donc ce plaisir aussi d'être immergé et d'apprendre quelques mots d'amharique, de pouvoir parler avec eux. Quand j'étais dans les familles, il fallait que je puisse communiquer un minimum. Parce que des fois, la langue éthiopienne s'appelle comment? L'amharique. L'amharique. Ouais. D'accord. Ça a des liens avec l'arabe ou c'est différent? Non, c'est différent. C'est une langue sémitique, mais c'est différent. Il y a des faux amis, par exemple, pour les chiffres. Arba, c'est 4 en arabe et c'est 40 en amharique. Mais c'est à peu près le seul. Et c'est vrai que j'ai rencontré des Éthiopiens qui avaient travaillé en Arabie Saoudite ou autre, et qui du coup parlaient l'arabe. Et comme mon arabe était plus avancé que l'amharique, ça m'a rendu service parfois. Voilà. Et ouais, donc c'est un pays vraiment fascinant que j'ai plaisir à faire découvrir à la fois l'Éthiopie et le Yémen. Le Yémen, malheureusement, on ne peut plus y aller et on pourra certainement plus y aller avant très très longtemps. Donc c'est une chance d'y avoir été et j'ai plaisir à montrer ce pays qui se détruit peu à peu. Nous aussi on a... Vous pouvez montrer les couvertures de vos derniers albums, peut-être? Oui, parce qu'on n'a pas parlé, ce qui serait bien c'est qu'on parle de la publication des livres et du fait que j'en vis maintenant, enfin que j'essaye d'en vivre. Ça serait intéressant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer nous montrer vos dernières publications et un petit peu nous expliquer comment vous est venue cette idée de publier vos croquis et vos carnets de voyage? En fait, l'idée de publier les livres, ce qui est intéressant, c'est que c'est venu du public. Parce que moi, j'avais fait un calendrier pour ma famille et des amis. Ça a plu. Et du coup, ma compagne avait fait une maison d'édition pour ses livres à elle, qui est plus dans le voyage imaginaire. Et on a fait un calendrier. Et quand j'ai commencé à faire des salons du livre le week-end, en plus de mon boulot, il y a des gens qui m'ont dit, en voyant les originaux que je montrais, pourquoi vous ne les publiez pas? Parce qu'il y a les dessins, mais il y a aussi beaucoup de textes. Je me distingue un peu des autres carnets de voyage, parce que moi je suis vraiment dans le journal de route. Le carnet, tous les jours, je raconte ce qui s'est passé, tout ça. Et du coup, on en a fait un, et puis effectivement, on a vu que ça intéressait, pas tout le monde, mais ça a intéressé à quelques personnes. Donc du coup, j'ai trouvé le moyen de les publier moi-même. Comme j'ai beaucoup de textes, et que j'écris le soir fatigué, il y a pas mal de fautes d'orthographe, j'ai trouvé une police de caractère qui s'appelle en plus Philippe, comme moi,
et qui permet d'enlever les fautes d'orthographe, les maladresses. Ah oui. Donc c'est ça qui était intéressant. C'est, vous voyez, un éditeur, il aurait sûrement formaté un peu la chose, mais moi, comme je suis libre, je l'ai fait moi-même. Donc je scanne les dessins. Donc il y a beaucoup de travail aussi pour essayer de reproduire les bonnes couleurs et tout ça. Ensuite le texte qui est retapé entièrement, où on enlève les fautes d'orthographe, des fois on reprend un petit peu les tournures de phrases, mais très peu. L'idée c'est de rester vraiment sur ces impressions à chaud. Et ensuite, très important aussi, les témoignages, comme j'expliquais, qui sont traduits. Voilà. Donc après vous avez la carte toujours avec le parcours, parce que qui dit voyage dit carte et dit parcours. Et puis ici un peu les photos pour montrer le making of. Voilà, là je fais son portrait, il m'écrit un mot, on me voit ici dessiner après une invitation, un médecin qui m'invite chez lui, enfin, etc. Les gens s'intéressent à regarder les dessins. Voilà. Donc là, des joueurs de domino en Ouzbékistan que je dessine. Et donc après, c'est vraiment mon journal. Ce qui fait que ça intéresse des personnes qui, par exemple, ont fait le voyage, mais des fois un voyage organisé. Et à travers ce livre, ils vont refaire un petit peu leur voyage, mais dans un voyage solitaire, en prenant le bus, en rencontrant un peu plus les gens, parce que souvent invités chez l'habitant. Donc différent de leur voyage qu'ils ont fait en groupe à l'hôtel. Donc ça, il y a des gens qui apprécient pour ça. Il y a des gens qui voyagent pas et qui voyagent à travers les livres. Donc ça fonctionne aussi parce que je raconte vraiment le quotidien, les anecdotes et tout ça. Et enfin, là où je suis très fier aussi, c'est des gens qui font le voyage parce qu'ils ont lu le livre. Et particulièrement avec l'Iran. C'est pour ça que j'ai dû le rééditer pour la 3e fois. Parce que là, je suis ravi de voir des gens qui me disent je suis allé en Iran parce que j'ai lu votre livre et ça m'a trop donné envie d'y aller. Voilà. Donc du coup, j'ai 9 livres publiés. Ça, c'est le dernier. Ouzbékistan, Tadjikistan. Vous avez ici le Yémen. Donc le Yémen, l'Éthiopie, Ouzbékistan, Tadjikistan, l'Iran, la Birmanie et l'Inde. Donc il y avait l'Égypte, il y en a 2 autres de l'Inde, l'Himalaya tibétain, mais ils sont épuisés. Et après, j'ai pas de diffuseur, je suis quasiment pas en librairie, pratiquement plus maintenant. Donc j'encourage les gens au maximum, si je les rencontre pas sur les salons, des festivals, des salons du livre, des festivals de voyage, je fonctionne aussi sur Internet. Évidemment, sur mon site internet, on peut commander les livres et je fais la dédicace. Systématiquement, pour toute commande, je fais une petite aquarelle en dédicace et je l'envoie à la personne. Donc c'est comme ça que j'essaye de... Et après, les livres, j'en suis arrivé, ça devenait compliqué de me balader dans toute la France, sur des festivals, au moins un week-end sur 2 et des fois certains mois, presque tous les week-ends. En plus, Pau, c'est un peu le bout du monde. Donc j'en suis arrivé à quitter mon travail et donc faire que ça. Alors j'ai longtemps eu cette question, je l'ai eu encore ces jours-ci. Ah mais vous faites que ça, vous en vivez donc c'est longtemps j'ai répondu non parce qu'il fallait bien vivre. Et puis au bout d'un moment, il fallait bien, je pouvais plus quoi. Et en fait c'est pas tant les livres, c'est les expositions, c'est des conférences musicales aussi que je fais. Qui est un format un peu original et qui plaît. C'est-à-dire que je joue, c'est ce que j'ai fait il y a 3 jours, là. Je présente un diaporama photo et dessin. C'est ça là. Je présente un diaporama photo et dessin et je commente en direct en jouant du oud, qui est le luth arabe. Comment vous appelez ça? Le oud. Oud. Ouais, oud. D'accord. Qui est le luth arabe. Et donc, pour retrouver cet esprit de mes carnets de voyage, où je raconte le voyage, où je réalise sans brouillon et sans filet. J'arrache jamais de page, même si ce sont des feuillets que je me prépare, j'arrache jamais de page. Si je fais une erreur, il faut que je compose. Donc là c'est pareil, je suis sur scène, je joue de mon instrument, tout en racontant le voyage, en voyant les photos défiler, les dessins. Et je dois composer, même si j'ai 400 personnes devant moi, même si c'est la première fois que je l'ai fait. Il faut que voilà. Donc il y a ce côté improvisation qui aime bien et qui intéresse les gens. Voilà, et enfin, pour conclure aussi, sur les salons comme Clermont-Ferrand, le plus grand salon du carnet de voyage,
il y a des gens qui m'ont demandé mais pourquoi vous ne faites pas des stages? J'aimerais bien partir avec vous. Donc là aussi, depuis 8 ans, du coup j'organise des voyages au-delà du stage artistique. C'est le voyage vraiment qu'on partage avec moi. Moi je prends même des débutants, des gens qui veulent découvrir cette façon de voyager plus lentement, parce que c'est pour moi l'intérêt principal de dessiner en voyageant. Et du coup je fais ça au Maroc essentiellement dans la montagne. On va de village en village avec une équipe, le cuistot, le guide, les muletiers, les mules qui portent les sacs. Et on fait un voyage un petit peu comme je ferais si j'étais seul. Mais là, je suis avec les gens, il y a aussi tous ces côtés conviviaux, où on mange, on chante, voilà. Donc tout ça cumulé. Et donc vous avez un site internet? Voilà, j'ai un site internet. Facebook? Voilà. Donc c'est globecroqueur.com. D'accord. Donc globe comme le globe et croqueur, le jeu de mots donc avec globetrotter. CROQUR.com et Facebook c'est mon prénom et mon nom. D'accord. Où je mets effectivement pas mal de choses sur Facebook. Et on peut effectivement retrouver tout ça sur mon site. On peut voir aussi pas mal d'articles, des interviews, des émissions radio, des choses comme ça. D'accord. Ok. En fait, il y a une phrase aussi qui est géniale et qui, en une phrase, Libération a bien résumé mon travail. Je vous le dis, puis après vous verrez ce que vous en faites. D'accord. On n'est pas dans un de ces beaux livres sur papier glacé, à la maquette et au calibrage professionnel, mais bien dans le carnet de route encore plein de sable, d'un amoureux du voyage, un ami qui vous aurait prêté pour un temps ses précieuses notes uniques et personnelles. Ça, c'était Libération qui avait fait un article. Et en une phrase, je trouve qu'ils ont tout résumé. À rigueur. Moi je vais devoir. Ah non, je sais pas, parce qu'il y a Marie Fischer dans le village. Oui, elles sont. J'aimerais les rencontrer justement. Elles sont Marie à. Elles sont plus que.